Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous des chevaux et des hommes. C'est désormais tous les premiers mardis du mois et c'est avec Nathalie Picard. Bonjour Nathalie. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Et oui, des chevaux et des hommes, c'est le nouveau rendez-vous de Normandie TV et Cavadeos. Un rendez-vous pendant lequel nous analyserons et commenterons une thématique d'actualité avec nos invités. Et puis bien entendu, des reportages et des témoignages éclaireront le débat. Et pour ce premier numéro, une question qui touche toute la filière équestre, une question un peu choc comme ça. Le paysage équestre français est-il en péril? Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, et vous allez vous en souvenir avec ces images, eh bien les professionnels, les cavaliers, les enseignants descendaient dans la rue avec parfois leurs poneys, leurs chevaux pour dire non à l'équitaxe. L'équitaxe, c'est cette directive européenne qui demandait à la France d'aligner son taux de TVA à 20% sur l'ensemble des activités équestres. Un taux qui restait réduit en 2014 grâce à des aménagements, mais c'est fini depuis le 1er janvier 2015. Seule l'utilisation des infrastructures sportives bénéficie d'un taux réduit. Les cours, les pensions, c'est maintenant passé à 20%. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'être en compagnie de professionnels du secteur, à commencer par Emmanuel Feltès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de la Fédération française d'équitation, membre du comité directeur du CREF. Alors, le CREF, c'est le comité régional d'équitation d'Île-de-France. Oui. Et surtout, vous êtes le directeur du haras de Jardy, ça se situe dans les Hauts-de-Seine. C'est un centre historique, puisque, si mes informations sont bonnes, c'était un haras français de réputation internationale. Et c'est surtout aujourd'hui le premier centre équestre français. Alors, rapidement, qu'est-ce qui ont fait le premier centre équestre français ? Oui, premier, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. C'est surtout un centre équestre à la porte de Paris où on peut proposer toutes les activités équestres. Et effectivement, compte tenu de la qualité des installations qui sont mises à disposition du public, il y a une très forte fréquentation. Et c'est là où effectivement, c'est le nombre de licenciés. Mais premier, sinon... Qui s'élève à ? Il y a un peu plus de 2500 licenciés. Et il y a 3000 cavaliers surtout, tout public confondu, qui sont accueillis toutes les semaines. Ça fait du monde à gérer, on a beaucoup de poneys de chevaux aussi. Nous avons aussi autour de cette table Philippe Collet, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes expert comptable, spécialisé dans le secteur du cheval. Alors évidemment, j'imagine que vous êtes pas mal sollicité en ce moment. Vous avez une centaine de clients et ce sont des clients qui sont très différents. Une petite centaine de clients dans les chevaux, avec des cavaliers de haut niveau, des clubs hippiques, des poney clubs et des écuries de propriétaires. Très sollicités. On a été pas mal sollicités. Oui. Ouais, on va y revenir. Je pense aussi. que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Et enfin, Valentin Véry, bonjour Valentin. Bonjour. Alors, vous êtes le plus jeune autour de cette table et je le précise parce que vous vous lancez dans une grande aventure. Vous n'avez que 24 ans. Vous êtes cavalier, moniteur, installé près de Sens. Alors, petite leçon de géographie en Bourgogne, à une centaine de kilomètres de Paris. Vous avez 22 chevaux. Vous êtes, vous, centré sur la pension et la valorisation des jeunes chevaux, c'est bien ça, hein ? C'est ça. Aujourd'hui, sous forme d'association ? Voilà, j'ai une association et donc c'est ce qui me permet de valoriser ces jeunes chevaux et la pension. Et avec plein d'autres projets, on l'évoquera probablement Voilà. avec vous tout au long de cette émission. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va planter le décor, comme on dit Mehdi, avec un reportage puisque nous sommes allés à Bernières-sur-Mer. C'est le centre équestre l'Étalon Noir qui nous a reçus. Nous sommes allés à la rencontre de son dirigeant et de ses pratiquants. Je vous propose de les écouter. Quand je vais monter, qu'elle va se mettre dans le pied, ça va te faire tout drôle, ma grande! Il y a un an, une leçon d'équitation comme celle-ci coûtait environ 15 €. Avec l'entrée en vigueur de la TVA à 20% imposée par l'Europe, les choses ont bien changé et les centres équestres ont dû revoir leurs tarifs à la hausse, entraînant une diminution du nombre de leurs clients. On le voit un petit peu plus cette année, dans le sens où c'est vrai qu'il y a les cours sont plus chers, forcément, puisque nous, on est plus taxés. Donc, il y a des pratiquants, ceux qui sont vraiment passionnés se servent de la ceinture. Et puis d'autres d'autres peuvent pas, donc ils arrêtent. On a une baisse de fréquentation, on a surtout une baisse de consommation, puisque les cavaliers qui montaient une fois par semaine, une à deux fois par semaine, montent plus qu'une fois tous les 15 jours, qui viennent plus irrégulièrement. Une hausse de la TVA baptisée Équitaxe qui fait mal au porte-monnaie des cavaliers et propriétaires de chevaux. C'est le cas de Pauline. Cette jeune cavalière passionnée possède 5 chevaux, tous hébergés en pension complète au club. L'impact, il s'est ressenti sur les factures, forcément, qui étaient beaucoup plus élevées. Parce que, mine de rien, quand on en a un, on la ressent. Mais alors, quand on en a 5, forcément, c'est multiplié par 5 à chaque fois. C'est énorme. Ça élève beaucoup plus toutes les factures qui concernent de toute façon le cheval. En plus de la pension, toute
tout ce qui est à rapport maintenant avec ça, de toute façon, à cette TVA-là. Donc on s'est dit qu'on allait voir. Après, on s'est posé effectivement la question pour le dernier qu'on a ramené. Et finalement, bon bah voilà, trop de sentiments, on les a tous gardés, mais sinon, oui, forcément, on essaye de réduire. Je sais que je devais partir en vacances, par une fois de moins en vacances. En période de crise, pas toujours facile donc de suivre pour les familles et chacun fait des efforts. Par rapport à l'année dernière, on en fait beaucoup moins, donc on sent que ça a augmenté et que on peut monter quoi. Ça a augmenté, donc nos parents ils nous disent de faire attention et tout, donc on fait moins de stages par exemple pendant les vacances. Mais que l'on soit en selle ou non, ce qui prime pour les jeunes cavaliers, c'est bien l'amour du cheval. On vient quand même s'occuper des poneys concours, donc c'est un plaisir de venir. On n'est pas obligé de monter, l'équitation c'est pas l'obligation de monter, c'est aussi de savoir s'occuper d'un cheval et d'avoir de la complicité avec. Alors vous l'avez entendu, on monte moins souvent, on fait quelques sacrifices, voire on ne monte plus du tout. En tout cas, le nombre de licences pour l'instant l'atteste. On peut le voir avec les infographies que nous vous avons préparées, avec ces chiffres. D'abord, en termes de licences au niveau national, on avait dépassé la barre des 700 000 licenciés en 2011 et en 2012, et puis ensuite une légère baisse en 2013-2014. Mais en ce début d'année 2015, on est à moins de 600 000 licenciés, ce qui veut dire une baisse de 15% entre 2014 et 2015, avec un bémol quand même, on est encore en début d'année, tout le monde n'a pas encore pris sa licence, mais en tout cas on s'inquiète un petit peu quand même. Répercussions aussi évidemment dans les grosses régions équestres, nous avons préparé ces chiffres dans les 3 plus importantes régions, à savoir l'Île-de-France, Rhône-Alpes et la Normandie. Et c'est en Normandie que pour l'instant la baisse est la plus significative, avec plus de 20% de baisse de licence entre 2014 et 2015. Là encore, nous ne sommes qu'en début d'année, bien sûr. Un dernier tableau avec les adhérents à la Fédération française d'équitation. Les adhérents, ce sont les structures qui adhèrent, donc les centres équestres ou les écuries. Eh bien, il y a eu un boom sur les dernières années, ces 10 dernières années, avec notamment près de 9000 adhérents en 2014. Toute légère baisse pour l'instant, ce début 2015, on est un petit peu au-dessus des 8000. Alors messieurs, autour de cette table d'abord, est-ce que vous constatez, vous aussi, cette baisse de fréquentation ou ce changement de fréquentation? Emmanuel, d'abord, vous qui êtes directeur du Haras de Jardy. Oui, qu'il y ait une baisse, c'est certain. Maintenant, la lecture des graphiques peut tromper. Donc, pour être très clair, si au jour d'aujourd'hui, les établissements équestres ne rentraient plus aucun licencié, c'est-à-dire là, nous sommes fin février, il n'y avait plus de licenciés, nous aurions une baisse de 15%. Mais heureusement, les cavaliers continuent à s'inscrire dans nos clubs, et donc nous allons avoir des nouveaux licenciés tout au fur et à mesure des prochains mois. Ce qui veut dire que la baisse, plutôt si on compare une baisse de date à date, ce qui serait plus précis, elle est de quelques pourcents au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas de 15 ou même 20% dans certaines régions. Ça, c'est si tout d'un coup les établissements équestres fermaient au jour d'aujourd'hui et n'acceptaient plus aucun licencié, on serait effectivement à moins 15. Est-ce que vous êtes quand même confiant, compte tenu de la conjoncture et de ce qu'on a pu entendre dans le reportage tourné à l'Étalon Noir, justement Confiant, non. Je pense que le club des Étalons Noirs, c'est un bon exemple de se poser des questions. Je pense que ces jeunes filles l'indiquaient très clairement. Jusqu'à maintenant, les enfants dans les poney clubs et dans les centres équestres pouvaient faire plusieurs loisirs. Le mercredi, le samedi, ils pouvaient faire le poney, puis la leçon de danse, et puis ensuite éventuellement la musique. Là, il va falloir faire des choix. Ce qui, pour nous, responsables d'établissements équestres, va nous obliger également à faire des choix, et puis aussi à être plus performants, à être meilleurs. C'est certain. Valentin, vous acquiescez, on vous voit acquiescer au propos d'Emmanuel. C'est vrai qu'est-ce qu'on peut vraiment expliquer cette baisse de fréquentation par une hausse de tarification? Parce que là, ça n'a pas été dit dans le sujet. En l'occurrence, les Talons Noirs nous expliquaient ce qu'ils appellent un cavalier simple. Alors, cavalier simple, quelqu'un qui monte une fois par semaine, ça équivaut à une hausse de 30 à 40 euros par mois. Pour un cavalier avec un cheval en pension qui monte 2 fois par semaine, on monte jusqu'à 100 euros. Alors, ça fait pour un cavalier simple 400 euros par an et 1000 euros par an. Pour un propriétaire. C'est conséquent quand même. Bah oui, vraiment. On peut le on ressent surtout aussi sur par exemple la vente des chevaux.
Du coup, les gens achètent moins de chevaux. Et Moins de chevaux pour les mettre en pension. voilà, et donc du coup on a moins de chevaux en pension, où les gens vont réduire aussi les sorties, c'est-à-dire les sorties en concours ou les sorties en stages, concours, ce genre de choses, toutes les activités éventuellement en surplus de ce qu'ils peuvent faire d'habitude juste avec une pension. Les modes finalement de consommation, si on peut appeler ça comme ça, diffèrent vraiment, Philippe Collet? Les modes de consommation diffèrent, oui, suivant le type d'exploitation. S'il y a des exploitations qui font que du poney club, d'autres qui emmènent leurs clients en concours, d'autres qui font surtout du club, il y a des multiplicités de cas. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on constate que nos clients, de manière générale, ont une baisse du nombre de clients, de nombre de reprises, de présence dans les reprises, et ont leurs propriétaires, quand ils font de la prise en pension, qui ont renâclé aux impacts de l'augmentation de la TVA, et certains n'ont pas pu récupérer, ont été contraints d'abaisser leur marge, si on peut parler de marge dans un certain nombre de cas, pour arriver à garder leurs clients. Alors, on va parler évidemment des professionnels, mais qu'est-ce qu'on vous dit, vous, justement, vos clients? Je me tourne plus vers Emmanuel, vers Valentin. Est-ce qu'ils vous parlent de la TVA directement, ou bien est-ce qu'on se dit, on vient vous voir, on vous dit c'est compliqué, on baisse un peu? Est-ce que vous avez, vous, justement, ce genre de discours? Vous avez des structures complètement différentes. D'abord, tout dépend quel est l'utilisateur, quel est l'usager de notre centre équestre. Tout d'abord, quand on parle de la TVA, les taux de TVA diffèrent d'abord selon les établissements équestres, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Bien sûr. Et il y a pour le nouvel adhérent, pour la personne qui découvre l'équitation, un point positif, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans la présentation, c'est que la TVA, il y a une TVA à 5,5, donc qui a descendu au contraire, pour les activités d'accessibilité à l'équitation, pour des publics spécifiques, pour l'initiation, pour la découverte. Quels sont ces publics spécifiques? Alors, quels sont les publics spécifiques? Ce sont les groupes, les scolaires. Eux bénéficient d'une TVA à taux réduit. Par exemple, la Fédération française d'équitation a lancé avec succès le dispositif Équitation pour tous, 6 séances à 50 €, qui ont pour objectif de faire découvrir l'univers du poney club et du centre équestre, pas d'apprendre à monter à cheval, mais déjà de découvrir, de s'immerger dans ce milieu. Ça, c'est une TVA 5,5. Mais une fois qu'on a découvert l'équitation, qu'on a aimé ça, qu'on a aimé monter à cheval et à poney, on se retrouve Après, on se retrouve face à la réalité des prix. Voilà. C'est exact. Et là, allez-y. excusez-moi, effectivement, les établissements ont réagi de façon différente. Il y en a qui ont renié sur leur marge s'ils en avaient la possibilité. Il y en a d'autres, et donc, qui n'ont pas fait cette augmentation sur l'usager. Il y en a d'autres, c'est l'usager qui l'a pris plein pot. Et puis, les taux de TVA sont tellement différents qu'il y a une diversité des prix. Alors on reviendra évidemment sur ces taux de TVA un petit peu différents au fur et à mesure de l'émission, Nathalie. C'est vrai que dans les changements de consommation, est-ce que vous constatez, vous aussi, on dit qu'il y a des familles complètes qui montent, et aujourd'hui des adultes, des parents qui peuvent se dire on se serre la ceinture en période de crise pour privilégier les enfants. Et donc ça aussi, ça change, c'est un manque à gagner pour les centres équestres. Évidemment. On continue de privilégier tout de même les enfants quand même, de leur offrir ce loisir, si coûteux soit-il. D'abord, ça, je pense que ce n'est pas valable que pour l'équitation. Les parents, quand on est parents d'enfants, on se prive tous déjà pour faire d'abord plaisir à nos enfants, d'abord pour les élever correctement. Donc ça, c'est valable pour l'équitation, c'est valable pour tout. Alors, d'abord faire un choix entre les différentes activités. Entre du football, du tennis ou de l'équitation, le coût n'est pas le même. C'est compliqué aussi, parce qu'ils ne peuvent pas, on va dire, privilégier un enfant par rapport à l'autre. C'est effectivement un risque, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on redevienne ce qu'on a été considéré à juste titre, et puis après, je pense, par défaut, comme un sport de privilégiés. On a tout fait en France par notre système du poney et du cheval partagé, rendre accessible cette activité à un prix finalement légèrement supérieur à une heure de cinéma, mais très, très peu élevé. Et tout d'un coup, finalement, en augmentant les prix, on va privilégier un certain public. On fait marche arrière. Un certain public, on fait marche arrière. Donc on risque de faire marche arrière si ce système perdure. Les ménages les moins aisés sont en effet un petit peu en difficulté par rapport à ces hausses de tarifs, évidemment. On appelait ça la démocratisation de l'équitation. C'est ce qui a fait aussi qu'on a augmenté le nombre de licences, bien entendu. Philippe, est-ce que l'équitation est vouée à se démocratiser ?
C'est un vaste sujet, mais on constate, indépendamment de l'impact de la TVA, on constate qu'il y a quand même une augmentation globale des coûts de production des heures d'équitation, puisque tout augmente. Tout augmente. Le prix des granulés, le prix des céréales a augmenté sur les dernières années. La masse salariale a globalement augmenté. Sur les 5 dernières années, par exemple, le coût d'un apprenti a augmenté de 8,5% et le coût d'un cavalier soigneur a augmenté de 6,5% sur les 5 dernières années. Donc tout un tas de coûts parallèles augmentent. Le coût de production d'une reprise augmente. Le coût d'entretien d'un cheval augmente. Et d'une certaine manière, mécaniquement, il faudrait que les prix augmentent. Or, aujourd'hui, le public n'a moyennement les moyens d'accepter ces augmentations tarifaires, ce qui fragilise les écuries, les clubs et tous les professionnels de la filière. Avec des différences en fonction des régions. On l'a vu d'ailleurs dans le graphique. On voyait la Normandie, qui est quand même malheureusement une des régions les plus touchées. Voilà. Est-ce que vous avez tous les mêmes problématiques? Parce qu'on se dit que les centres équestres les plus éloignés de grosses agglomérations ne touchent pas la même clientèle et peuvent avoir un public, je dirais, moins aisé. Oui, peut-être qu'il faut pondérer les chiffres qui ont été donnés. C'est certain qu'il y a une baisse. Maintenant, quelle est la baisse? C'est trop tôt pour le savoir. On le saura vraisemblablement davantage fin 2015, oui, d'accord. Fin 2015, puisqu'il faut se rappeler qu'en 2014, toute personne qui avait souscrit un contrat avec un centre équestre bénéficiait de l'ancien taux de TVA. Donc, c'est juste à la rentrée de septembre que, véritablement, quand les familles ont inscrit leurs enfants ou se sont inscrits eux-mêmes dans les poney clubs et dans les centres équestres, qu'ils ont dû faire face à la hausse des prix. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la réforme des rythmes scolaires, qui, nous a impacté de façon beaucoup plus importante que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Plus de cours le mercredi matin, c'est vrai qu'on va y 50% de baisse le mardi soir. Bon. Et puis, c'est peut-être plus important que la TVA. Alors justement, c'est très important aussi. L'un plus l'autre, ça fait beaucoup. Justement, TVA, réforme des rythmes scolaires. On a parlé aussi de la hausse des matières premières ou du coût du travail. Eh bien, si les ménages les moins aisés peuvent être en difficulté, les professionnels le sont aussi. C'est justement ce que l'on est allé voir dans le sud de la France. Direction maintenant les écuries du Derby à la rencontre de Graziella et de Philippe Boucan. Un reportage de Barbara Merle et de Patrice Ruiz. Graziella et Philippe Boucan ont acheté leur structure il y a 7 ans. L'écurie du Derby à Fréjus est avant tout un poney club, mais également une pension pour chevaux et poneys. Pour monter leur centre, ils ont emprunté 300 000 €. Alors face à l'arrivée de la TVA, il a fallu agir pour répercuter la hausse. J'avais fait une augmentation l'année précédente et cette année, je ne l'ai pas faite au 1er janvier 2015 et j'ai fait le choix de prendre sur notre marge et de supprimer le poste d'un élève moniteur et de tout faire nous-mêmes, absolument tout. C'est-à-dire Philippe, moi, on se débrouille pour nourrir les chevaux. On a une apprentie et c'est le choix qu'on a fait pour ne pas répercuter l'augmentation sur les clients. On n'a plus d'élèves moniteurs comme on en avait. Voilà. Comme tous les petits entrepreneurs, c'est beaucoup d'heures pour peu d'euros. Une situation qui appelle de nombreux sacrifices. On n'est pas salarié. On est travailleur non salarié, donc on paye un pourcentage de charge sur le bénéfice et c'est tout. Et on prend juste ce qu'on a besoin. On a fait le choix on devait construire une maison et on ne la construit pas. On vit dans quelque chose qui est sympa, qui est un agencement de mobil-hommes regroupé, recouvert de bois, donc c'est très joli. Mais on a fait des choix personnels qui sont de ne plus avoir de chevaux personnels, de ne pas construire la maison et de ne pas répercuter la totalité sur l'exploitation, sur l'activité. Mais la réalité d'un centre équestre et a fortiori d'un poney club, c'est aussi la réforme des rythmes scolaires. Et là encore, patatras, à l'écurie du Derby, on souffre. Les enfants qui vont à l'école le mercredi, le samedi matin, ils dorment. Donc on ne les a pas récupérés. Finalement, ça fait des horaires en moins pour le sport. Donc il y a beaucoup de familles qui pratiquaient l'équitation, pas comme véritable passion, mais une activité en plus, qui ont fait des choix. Donc, on supprime et on prend ce qui est soit le moins cher, soit ceux dont l'enfant est le plus passionné. En plus, il y a quand même sur le changement des rythmes scolaires, des après-midi où les garderies sont devenues, de la garderie, ce créneau est payant. Alors pas cher, évidemment, 1,40 €. Mais quand on a 2 enfants,
et qu'on multiplie sur l'année, et ben on évite à des budgets qui font supprimer des activités. Donc oui, ça a eu une répercussion énorme et on ne le rattrape pas. Couplé à la baisse du pouvoir d'achat, l'augmentation des impôts, Graziella et Philippe vivent une véritable régression. J'ai commencé en 2006 à 0 licenciés, je suis arrivée à 140 et puis maintenant on fait machine arrière, 120, 100. Et voilà, et j'ai moins de gamins que l'année dernière et que l'année d'avant. Les réformes fiscales et scolaires engagées en France agissent comme une double voire triple peine. Un agenda malheureux qui entraîne un processus de paupérisation des petites structures et une baisse de la fréquentation des établissements privés. Voilà, alors Graziella et Philippe, j'ai envie de dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous ai vu réagir, Manuel Feltes, quand on a évoqué la régression. En tout cas, aujourd'hui, leur exemple, est-ce que c'est une tendance? Oui, je pense que leurs propos sont des propos sensés. On ne peut que être d'accord avec les propos de Graziella et de Philippe. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que l'équitation est le premier employeur du monde sportif. Donc il y a beaucoup d'emplois derrière cette filière, et principalement dans les poney clubs et dans les centres équestres. Et que, comme dans toute structure, qu'elle soit association, qu'elle soit entreprise, peu importe, à partir du moment où il y a un système économique, quand on commence à baisser ses marges ou tout simplement à essayer de trouver un équilibre, la première chose auquel on touche, c'est effectivement sur les charges salariales. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de secret, on commence à resserrer. Et ça, c'est pas bon, c'est bon pour personne, c'est pas bon pour l'emploi, c'est pas bon pour la qualité du service, c'est bon pour rien. Oui, ça c'est sûr, pour la qualité du service, soit c'est les enfants qui vont trinquer, soit c'est les chevaux, parce que du coup on va avoir moins de temps à leur consacrer, soit pour les soins, soit pour le travail, ou les enfants, c'est l'encadrement, ça va être une personne pour beaucoup trop d'enfants, et ça va réduire du coup l'image un peu aussi du monde équestre, quoi, parce que du coup s'il y a une monitrice pour, je sais pas, 15 enfants, elle va forcément bien s'en occuper, il y a des enfants qui vont passer forcément à la trappe, ils vont avoir plus peur, peut-être plus d'accompagnement, et c'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose de négatif, quoi. Vous avez un exemple qui est le vôtre, justement, comment est-ce que vous fonctionnez, Valentin, parce qu'on a entendu Graziella qui dit qu'avec son mari Philippe, il décide de ne pas se salarier. Comment ça se passe chez vous? Moi c'est pareil, j'ai pris la décision donc d'avoir une salariée. Et c'est elle qui prend, on va dire, une bonne partie du salaire. Donc moi, je me salarie à mi-temps. Donc du coup, on va dire que je ne vis pas de mon métier, juste pour essayer de continuer à faire correctement mon travail. Alors moi, je n'ai pas trop d'enfants, des choses comme ça, mais on va dire que c'est les chevaux qui prennent, quoi, dans le sens où on s'occupe forcément moins d'eux, ou on ne peut pas faire bien notre travail à cause de ça. Oui. Ça paraît incroyable d'entendre « je ne vis pas de mon travail » Oui, aujourd'hui. Mais c'est hélas de plus en plus fréquent. De plus en plus fréquent, il y a énormément de... Quand on regarde les revenus des responsables d'écuries, de poney club, ils ont souvent des revenus qui sont vraiment très faibles et qui ne... Ils sont très 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 loin du SMIC. C'est difficile et ils sont très loin du SMIC. Mais jusqu'où on peut aller dans cette tendance Jusqu'où on peut aller, jusqu'au moment où de toute façon, quand il y a des emprunts, au bout d'un moment ça passe plus et il y a une limite à l'exercice de toutes les manières. Ce qui est sûr, il y a ce moment où le corps dit stop aussi, j'imagine. C'est sûr que c'est une remise en question au jour d'aujourd'hui d'un système, d'un fonctionnement. On a eu un certain nombre d'années où ça peut paraître facile. Et dans ce métier qui est d'abord un métier de passion, avant d'être un métier de gestion, il ne faut pas l'oublier qu'au jour d'aujourd'hui, l'équitation, c'est une affaire de passionnés, autant pour les utilisateurs que pour ceux qui les accueillent. Et actuellement, les structures qui ne mettront pas en place un système économique, en se penchant sur l'économie du système, en regardant quels sont les produits, est-ce que c'est les produits que souhaitent au jour d'aujourd'hui les cavaliers, est-ce qu'ils peuvent aller chercher d'autres publics, diversifier leurs activités? S'ils ne se posent pas ces questions-là, effectivement, il y aura des gros problèmes. Et quand beaucoup de réunions qui se tiennent forcément depuis cette rentrée, organisées par les régions, par les départements, par la fédération, à chaque fois, c'est les mêmes problématiques qui se posent et on essaye de trouver les meilleures solutions, essayer de redéfinir ce que sera le poney club et le centre équestre demain dans cet environnement économique qui, on espère au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que les pouvoirs publics nous ont quand même écoutés. Vous parliez tout à l'heure, il y a un an, on était tous dans la rue, c'est nous, les professionnels, mais surtout
ceux qui les fréquentent, les enfants, les parents, qui ont bien compris cette problématique. On a un aménagement. On a un aménagement, on a une situation au jour d'aujourd'hui intermédiaire qui est difficile à passer. Même cette petite augmentation est très difficile. Maintenant, comment sera fait l'avenir? C'est sûr que c'est une remise en question. Valentin, par rapport à votre quotidien, justement, c'est difficile. Est-ce que vous avez autour de vous des gens qui ont déjà décidé de jeter l'éponge, d'abandonner? Non, j'ai pas d'exemple concret, mais dans le quotidien, ça fait qu'on fait plus d'heures, qu'on va dire que les gens négocient plus les pensions, ou sur 3 chevaux, le troisième, on essaie de trouver une demi-pension pour limiter ce coût-là, quoi. Ou les éleveurs, j'ai un peu plus de recul là-dessus. Les éleveurs, sur 2 chevaux, ils en mettent qu'un au travail, ou ils préfèrent pas les faire travailler à 4 ans, les faire travailler plus tard. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui fait que nous aussi, du coup, on a moins de chevaux. On sait qu'en plus, c'est un métier dans lequel on ne compte pas ses heures. On arrive à 60, 70 heures parfois par semaine sans aucun problème. On ne part pas en vacances, on n'a pas de week-end. Et finalement, on ne gagne pas le SMIC, quoi. C'est ça, Philippe? C'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, c'est un peu ça l'idée. Et je pense que ce qui peut contribuer à améliorer un peu la situation, c'est qu'on améliore la gestion des entités. Puisqu'aujourd'hui, quand on écoute les qu'est-ce que vous appelez les entités? Les clubs, les écuries de propriétaires, les poney clubs, à mon avis, on a besoin que ces dirigeants soient plus au courant de leurs coûts, soient plus au courant de leurs recettes, maîtrisent plus le timing de leur paiement de charges sociales, soient plus en prise avec la gestion, de manière à pouvoir mieux décider. Moi, je suis complètement d'accord. Parce que du coup, nous, on est plus à fond dans notre métier, c'est-à-dire de monter à cheval, de s'occuper des chevaux, à la rigueur, si on est moniteur, de s'occuper des enfants, et on ne pense pas forcément à tout ça. Et voilà, déjà, si on a choisi ce métier-là, c'est qu'on ne voulait pas faire comptable. Travailler dans un bureau, c'est ce qu'on se dit en fait. Non, mais c'est vrai, on dit on va être dehors, on va être avec les poneys, avec les chevaux. C'est ça, mais on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait où on a fait le choix de ne pas être dans ce corps de métier-là. Et je pense que d'être bien entouré permet d'éviter... Est-ce que tout le monde peut être bien entouré déjà? D'abord, je pense qu'il faut effectivement, comme on vient de le dire, agir sur cette partie-là. C'est-à-dire, effectivement, essayer d'améliorer la gestion. Mais ça, c'est limite. On ne peut pas non plus faire que comme tu l'as dit, faire des économies de personnel, essayer de serrer partout. Et à un moment, il y en a déjà qui serrent. Donc serrer plus serrer, on n'y arrive plus. Beaucoup utilisent l'abus de stagiaires. On l'entend de plus en plus. Pas systématiquement. On enchaîne des stagiaires. Oui, il y a effectivement, et ça c'est pas bon du tout, c'est la récession par rapport à l'emploi, parce que ça a des incidences sur la qualité du service. Mais il me semble que ça c'est un des aspects. L'autre aspect pour s'en sortir, c'est essayer de développer d'autres activités ou de remettre en question ce que l'on fait. Pas de se dire ce que je fais c'est parfait, c'est de se dire est-ce qu'il faut mettre mon produit en adéquation avec la demande du marché. Aller chercher d'autres publics ou essayer de voir comment notre public fasse ce choix de l'équitation. L'équitation, c'est effectivement onéreux, mais la musique, par exemple, est encore plus onéreuse. Par exemple, si vous inscrivez votre enfant dans un conservatoire, ça va vous coûter bien plus cher qu'une heure d'équitation. C'est vrai qu'on parlait des difficultés du gestionnaire. Est-ce qu'à un moment, par contre, le problème à la base, et dire aussi le dirigeant de centre équestre est peut-être mal formé au départ à la gestion. Alors, justement, on voulait aborder ce point un petit peu plus tard, mais puisqu'on y est, allons-y. Valentin, par rapport à votre formation, justement, est-ce que vous avez été formé à ces questions-là, à la gestion? Vous avez un BAPA et un BPGEPS. Voilà. Vous êtes enseignant, moniteur d'équitation. C'est ça. Est-ce que dans votre formation, vous avez été suffisamment formé à ça? Non, moi je ne le pense pas. Non. Vous avez passé chez les cours? Non. non, pas. Mais non, je pense pas qu'on a été, que du moins moi, j'ai pas été assez bien formé là-dessus. Et puis, on va dire quand on est plus jeune, on se dit non, ça sert à rien, ça c'est pas grave, on le fera après, ou j'ai pas besoin de ça, donc je le fais pas. Mais après, dans la réalité, c'est ce qui nous empêche. Voilà, c'est ce qui nous empêche d'avancer, quoi. De ne pas savoir où on va, de ne pas savoir comment investir, de ne pas savoir... voilà, c'est des choses... C'est vrai qu'il faut il faut des galops pour pouvoir monter en épreuve. Il ne faut pas forcément des galops pour pouvoir s'installer. Et de ce fait-là, il y a
qu'il y a un manque de formation. Les grands mécanismes sont très souvent, les grands mécanismes de gestion ne sont souvent pas connus des professionnels, ce qui fait que de temps en temps, ils mobilisent leur trésorerie sur des investissements long terme sans avoir recours éventuellement avoir recours à l'emprunt. Ils prennent des décisions de gestion qui ne sont pas des décisions puisqu'ils ne maîtrisent pas les conséquences de leurs actes, parce qu'il y a un manque de fonds, de connaissances techniques au départ, et que le droit est ce qu'il est aujourd'hui, et la fiscalité est ce qu'elle est aujourd'hui, et le droit social est ce qu'il est aujourd'hui, ce qui fait qu'il est difficile pour un professionnel d'arriver à avoir une vue globale de sa situation, du sens, de la direction dans laquelle il va, pour arriver à prendre les bonnes décisions et savoir ce qu'il doit faire ou pas faire. Tout à fait, mais on ne peut pas demander à l'individu qui dirige un centre équestre d'être multicarte à l'infini. C'est pas possible. Il y a un minimum, peut-être. Bien sûr, un minimum. Nous sommes des artisans d'équitation. Pour son C'est bien, des artisans. c'est pas Donc lui, l'artisan, que ce soit de l'équitation, que ce soit dans un autre métier, on peut lui demander, on peut lui faire acquérir quelques règles de gestion, peut-être plus importantes qu'au jour d'aujourd'hui. Mais on n'en fera jamais un professionnel. Il faut plutôt il me semble, qu'il s'entoure de professionnels et de vrais professionnels, et il y en a sur le marché comme vous. En tout cas, peut-être leur en faire prendre conscience. Qui pourront les bonheur. conseiller et leur faire prendre les bons choix. Mais en plus, compte tenu, on disait tout à l'heure qu'il y avait le SMIC à gagner. Il faut être raisonnable. Oui, mais s'ils n'arrivent pas à se payer à la fin du mais mois, est-ce qu'ils peuvent se payer un expert comptable? Il faut être raisonnable. On ne va pas faire non plus des années d'études et être bac plus 5 pour pouvoir dire vous allez faire ces études-là, vous avez le droit de vous installer. C'est pas possible. Il y a quand même un minima dans une entreprise de savoir ce qu'on a en trésorerie dehors, ce qu'on doit réclamer, quelles dépenses on a. Voilà, on ne demande pas de faire 5 ans d'études. Comme un plombier. Le plombier, il a fait des études de plomberie. Il sait très bien faire ses soudures. Après, on lui a donné des éléments pour gérer son entreprise de plomberie, mais il va surtout travailler avec des centres de gestion qui vont l'aider, qui vont le conseiller dans sa gestion. Mais lui, il est d'abord expert dans sa soudure. On prend l'étalon noir à Bernières-sur-Mer, c'est fait à la va-vite, j'imagine. Philippe Collet, c'est plus possible. Et puis il y a aussi le fait que c'est remettre un peu le couteau dans la plaie, mais puisqu'on va dire qu'on ne va pas avoir de stagiaires, on va réduire ça, on n'a pas le temps parce que du coup à 8h du soir on est encore à cheval, donc quand on rentre et qu'il est 9h, on n'a pas du tout envie de se mettre dans les papiers. Alors c'est à tort parce que c'est pas bénéfique, voilà, c'est pas bénéfique pour nous, mais bon, il y a un moment où soit on fait notre métier, soit on fait... mais le métier c'est l'ensemble. C'est sûr. On ne peut plus aujourd'hui, à mon avis, avoir la gestion d'un côté une fois tous les 6 mois et le reste s'occuper de ses clients. Il faut avoir un minimum de connaissances de base et faire attention à sa gestion, à l'encaissement de ses créances, c'est-à-dire de ses cotisations, l'encaissement de ses heures, à la facturation de ses heures, à la facturation correcte de ses heures et à l'encaissement derrière pour savoir que cette facture-là, je peux la payer ou je ne peux pas la payer. Mais ça, c'est pas le cas le plus courant. Non, mais parce que pendant des années, on a ignoré ça. Tout à fait. Clair. Tout à fait. Comme tu le dis, on avait effectivement, on préfère être à cheval, on préfère faire travailler nos cavaliers. Il arrive le soir, il est 21h, ça va bien. S'occuper également du bien-être des poneys et des chevaux, dont on s'occupe, plutôt que de s'occuper de la gestion. Emmanuel, vous avez au Haras de Jardy beaucoup d'élèves moniteurs, vous faites de la formation aussi. Est-ce que c'est justement un discours que vous leur tenez à ces élèves moniteurs en disant vous allez vous installer, attention, votre métier ce n'est pas que d'enseigner ou de monter à cheval, et il y a aussi toute une partie gestion de structure. Parce que ils ne vont pas forcément travailler plus tard au Haras de Jardy, qui est dans d'autres grosses structures, où j'imagine que vous avez un service administratif, ce qui est normal pour gérer une telle structure. Quand on arrive dans des petits poney clubs ou des petits centres équestres, il n'y a pas de service administratif. Il y a à peine, à la limite, il peut y avoir peut-être un ou une secrétaire qui vient bénévolement 2-3 heures par semaine. Ça se gère en couple même parfois. Mais est-ce que c'est le message que vous faites passer à vos élèves moniteurs? Évidemment, je pense qu'ils en sont parfaitement conscients au jour d'aujourd'hui. Beaucoup plus qu'on ne l'était peut-être il y a 20 ans, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait une organisation économique à mettre en place. Et il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Alors, bien sûr, là, vous me parlez de la formation d'enseignants. La formation d'enseignants, c'est une formation d'enseignants, formation d'animateurs. Donc, est-ce qu'il faudrait revoir la formation de façon plus globale alors? Il y a des formations au jour d'aujourd'hui de dirigeants de centres équestres, ça existe. Mais on ne peut pas faire les deux. Voilà, mais on peut tout à fait prendre. Mais à l'inverse, on peut devenir dirigeant de centre équestre sans passer par cette formation. Exactement. Et c'est aussi un des risques dans les propos que je leur tiens. C'est de se dire, moi, j'ai commencé comme eux.
comme stagiaire, enseignant, et puis salarié, et puis ensuite j'ai monté, et puis j'ai fait le choix de diriger aujourd'hui une grande structure parisienne. Mais j'ai démarré et sans compétences particulières de gestion. Donc j'ai par contre été chercher ces compétences au fur et à mesure en m'entourant, puis en essayant de les acquérir moi-même. Pour les autres, je pense que dans le contexte actuel, c'est vrai que les dirigeants, le risque pour les moniteurs que nous formons, c'est que les dirigeants des établissements équestres de demain soient d'abord des gestionnaires et qu'eux, ils ne soient que l'exécutant de ces gestionnaires. Et que s'ils veulent effectivement demain continuer leur métier de passion, comme vous le dites, pouvoir gérer leur affaire et être à la fois partout, c'est-à-dire à la fois sur le terrain, mais à la fois gérer, il faut absolument qu'ils acquièrent ces compétences, un minimum, moi je pense, de règles. C'est l'équilibre et qui est surtout compliqué à trouver. savoir Bien sûr, s'entourer. c'est le C'est extrêmement important. Et pas, évidemment, aller voir son expert comptable 2 fois par an, simplement, en lui balançant une liesse de factures, en disant débrouillez-vous avec tout ça, essayez de me sortir le truc. C'est vrai c'est pas possible. C'est vrai que les pas clients qui nous donnent leurs documents tous les mois sont globalement à l'équilibre aux bénéficiaires, et les clients qui nous donnent les documents 1 fois, 2 fois par an sont quasiment structurellement toujours négatifs. Alors, on va y Vous revenir. chiffrez ça dans vos clients, justement C'est quasiment du 100%. Si on est à jour tous les mois, les clients savent ce qu'ils font. D'accord, j'ai chiffré, pardon. Est-ce que vous avez eu des centres équestres, par exemple, qui ont fermé parce qu'ils n'étaient pas assez assidus dans leur gestion? J'en ai qui ont été en redressement judiciaire et que j'essaie de ressortir de situations un peu tendues pour des erreurs de gestion et notamment le traitement en stock ou en immobilisation des chevaux et des poneys, qui a un impact, dans le cas des entreprises individuelles ou des sociétés qu'on qualifie de transparentes, qui a un impact sur le résultat. Et le traitement des amortissements aussi a un impact sur les résultats. Et des erreurs de gestion font que j'en accompagne au tribunal, non pas de commerce, parce qu'on est sur du droit rural, donc normalement c'est du tribunal de grande instance. Et en tout état de cause, sur des procédures de redressement judiciaire, sur des erreurs de gestion au départ. Sans cela, ils iraient beaucoup mieux. Alors, avant d'en arriver... C'est la complexité du droit. Avant d'en arriver à ces situations extrêmes, à essayer de trouver des solutions, justement, on va regarder les questions que se posent les professionnels, et notamment à la Fédération française d'équitation, Emmanuel, puisque vous avez, à la Fédération, créé un service il y a 4 ans qui est dédié à ces professionnels, qui s'appelle le service ressources, où l'on retrouve des juristes. Et là, les appels affluent, et notamment à cause de cette TVA, Patrice Ruiz a pu s'en rendre compte sur place. Regardez, on se retrouve juste après. Dans ce bureau de la FFE, elles sont 5 juristes. Et depuis 2 ans, leur activité s'est intensifiée. Tout ça à cause de la TVA. Si les dirigeants des centres équestres ont une question, un doute, c'est à elles qu'ils s'adressent. Notre but, c'est d'essayer de créer avec eux un nouveau système de tarifs, notamment au vu de leur prix de revient des prestations, ce qui n'est pas évident pour un établissement équestre, et éventuellement de les orienter vers des conseils ou des fiscalistes ou des comptables quand la situation est plus compliquée. La TVA, c'est 3/4 des appels que reçoit le service. S'il est un endroit où l'on sait si les dirigeants de structures ont le moral dans les chaussettes, c'est bien ici. Les dirigeants sont plutôt avenants et souhaitent avoir une réponse et sont plutôt contents des réponses qu'on peut leur apporter, mais en revanche, on est parfois le messager d'une mauvaise nouvelle. On conseille, on renseigne, certes, mais est-ce qu'on peut glaner 1 ou 2 tuyaux, si vous voyez ce que je veux dire ? On nous demande souvent, effectivement, d'aider par rapport à une comptabilité donnée, un établissement, enfin un dirigeant, à optimiser sa fiscalité. Mais ça, c'est réellement le rôle d'un fiscaliste. Et nous, on n'est absolument pas là pour faire du conseil individuel pour chaque club, mais plutôt lui rappeler ce qu'est la loi et essayer de l'interpréter avec des mots simples pour des dirigeants d'établissements qui ne sont pas des spécialistes. Chaque situation individuelle va avoir une solution fiscale différente. Donc là, nous, on arrive à la limite de l'exercice de faire un conseil par téléphone qui ne peut pas être du cas par cas, mais on est davantage sur du prêt-à-porter. Alors, on l'a bien compris là, dans le sujet, la fédération qui ne peut pas faire du cas par cas. Mais là, je me tourne vers vous, Philippe Collet. Vous l'avez évoqué en tout début d'émission, vous avez de plus en plus de demandes. On a de plus en plus de demandes sur les clients chevaux, on a de plus en plus de demandes puisque les textes, dans l'absolu, quel que soit le sujet, ne sont pas très très simples à trouver. Même quand on a une... Même pour vous? Même pour nous, quelquefois, il
il peut y avoir des détails qui nous échappent parce qu'il y a une multiplicité de textes qui sortent et qu'il peut y avoir quelques lignes sur une instruction à droite ou à gauche qui sort et qui concerne l'activité cheval. Donc là encore, les propriétaires, les professionnels sont complètement perdus. Ah ben bien sûr. Là, c'est C'est un casse-tête en même temps. Bien sûr. Il faut rester proche, effectivement, des structures professionnelles qui nous entourent, de nos experts comptables, de nos centres de gestion. Moi, sur cette partie-là, moi, je serais plutôt optimiste pour les prochaines années parce que, comme vous l'avez indiqué, j'ai un centre de formation professionnelle et j'ai l'impression que tous ces jeunes qui ont 20 ans sont beaucoup plus proches de ces préoccupations que nous l'étions autrefois. C'est pas des économies à faire. Voilà. On va dire un bon expert comptable, c'est pas des économies de dire on va faire que la moitié ou que. Puis je pense c'est que des gens qui nous vont nous aider. Tout à fait. Puis je pense que des gens comme toi, vous avez été familiarisés beaucoup plus que nous, qui l'avons appris au fur et à mesure, avec l'informatique. Et l'informatique peut beaucoup simplifier les choses dans la gestion. On peut mettre en place avec nos conseils des tableaux de bord. Et en fait, il y a des logiciels de gestion. Alors, bien sûr, il faut les renseigner, ces tableaux de bord. Mais si on se donne le mal, on sait déjà beaucoup mieux qu'à la fin de l'année, tout d'un coup, découvrir que notre activité ne fonctionne pas. Tableau de bord, oui, bien sûr, mais on arrive à les mettre en place sur des structures qui ont une certaine taille. Et sur les toutes petites structures, on a du mal à faire comprendre aux clients qu'ils auraient besoin de ces petits indicateurs, même si c'est 4 indicateurs. Tout à fait. On a du mal, et pour obtenir ces indicateurs et qu'ils soient à peu près fiables, il faut que l'information remonte régulièrement et que donc la personne soit sensibilisée. Si elle est sensibilisée, souvent il y a quand même moins de difficultés, voire pas de difficultés. Vous disiez tout à l'heure que certains venaient vous voir seulement 1 ou 2 fois par an. Est-ce que c'est la majorité? Est-ce qu'ils arrivent avec des lettres qui ne sont même pas ouvertes et qui vous disent allez, tenez, regardez? De moins en moins. De moins en moins. Ça passe plus, ceux-là ils ont fermé. Ceux-là, ils ont fermé. Ils ont fermé. Ou ils ferment actuellement, c'est pas possible. Et justement, est-ce qu'on va vers des fermetures encore? À votre avis, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de centres équestres et d'écuries qui se sont créés ces 10 dernières années. On est passé à peu près de 6200 en 2005 à 8900 en 2014. C'est énorme. Est-ce qu'on ne va pas, du coup, retrouver un certain équilibre et revenir comme il y a 5, 6 ou 7 ans? Est-ce qu'il n'y a pas trop de centres équestres ou d'écuries? Je suis désolé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créations. Il y a beaucoup de créations. Et ça dépend aussi du contexte économique global. Si l'économie repartait, je pense que les clubs ont le public pour pouvoir se développer. Si on continue à avoir une tension économique forte, les parents, les propriétaires ont aussi leurs problématiques économiques et vont dépenser moins d'argent dans les chevaux. Par contre, ce qui est certain, on a quand même le sentiment d'un vrai manque d'équité entre de grosses structures, excusez-moi Emmanuel, et des petites structures, notamment il est en pour rien, province, Emmanuel. comme chez nous. Non, oui, j'ai aussi dirigé pendant de nombreuses années les petites structures. Je suis très à l'aise. Ce qu'on entend de la part des petites structures, c'est de dire, pour moi, dans quelques années, on va s'éteindre pour laisser la place aux grosses. Voilà. Il est difficile quand on essaie de paramétrer un logiciel de facturation pour un poney club ou pour un club hippique. Paramétrer un logiciel de facturation n'est pas si simple que ça pour arriver ne serait-ce qu'à émettre des factures correctes. Donc effectivement, quand on a du personnel administratif dédié sur des structures intermédiaires, ça peut très bien. Mais sur quelqu'un qui est au four et au moulin, quand on va lui dire il faut passer une demi-journée à aller paramétrer la facturation et s'y mettre régulièrement, c'est plus délicat. Oui. Sur le fait des petites structures et des grosses structures, je voudrais rebondir. C'est au contraire. C'est-à-dire que je pense que c'est un faux débat. La petite structure qui avait du mal à se développer, avec ses incidences de TVA réduites, ont pu se développer et avoir un moniteur, 2 moniteurs, et la structure qui quelquefois était en nom personnel où l'enseignant faisait tout lui-même, et de ce fait d'ailleurs, pouvait ne pas payer de TVA. Est-ce que c'est pas depuis 2007, avec justement cette baisse de taxation aussi qui a permis à de nombreuses structures bien sûr, à se développer. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de structures en France qui étaient des toutes petites structures grâce justement à la TVA, il faut être très clair, et grâce à un contexte favorable, se développer, des petites structures où on était effectivement
accueillis plus ou moins bien, où on avait du mal même à faire des efforts de propreté ou d'entretien parce qu'on n'arrivait pas à en vivre. Comme on en vivait, on a eu finalement, au lieu d'avoir une stagiaire plus ou moins au pair ou quoi, on l'a embauché. On l'a embauché, on en a fait un vrai contrat de travail, des CDI, etc. Donc ces structures, petites structures, sont devenues des moyennes structures. Et le risque dans la conjoncture, c'est justement de resserrer le personnel et donc de redescendre ces structures. Et quand on en parle ces dernières semaines, différentes réunions auxquelles j'ai participé, c'est de se dire, eh bien, commençons par resserrer. Donc, à redevenir ce que l'on était avant, parce que finalement, si on diminue les charges, ça peut aller mieux, mais ça a quand même une limite. Est-ce que, je crois qu'on peut aussi dire que dans certains centres équestres ou dans certaines structures, ça va vraiment très mal aujourd'hui. Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à parfois abandonner les lieux, abandonner les chevaux, etc. On a vu ça un petit peu. Alors certains se sont alarmés. Nathalie est très très sensible à ce genre de cause. Oui, non, mais c'est vrai qu'on en entend parler, c'est des faits d'actualité. On peut parler d'un cas isolé, ça fait les choux gras de la presse, j'ai envie de dire. C'était début février, 33 chevaux abandonnés dans le Jura. En Isère, en octobre dernier, 40 chevaux. À Toulouse, un cheval qui erre en pleine zone industrielle, ça paraît complètement incroyable. Et puis en Bretagne, dernièrement, c'était en novembre, 50 chevaux abandonnés. On va aller jusqu'où? Parce qu'on se dit, ça continue, les mois passent, il y en a de plus en plus. Là, moi, j'ai manque de... Étant proche de Paris, je manque d'informations. On n'en voit pas encore trop sur le périph'. Bon, cela dit, Toulouse, on est quand même sur une grosse agglomération. Mais est-ce qu'on peut craindre aussi ce genre de choses? Est-ce qu'à un moment, vous y pensez? On pourrait, pour le moment, ce sont encore des faits marginaux. Espérons que ça ne s'éteindra pas. Faisons tout, en tout cas, pour pas que ça le fasse. Et pour arriver à accompagner ces structures, en tout cas, c'est ce que l'on essaye tous de faire, les uns et les autres, pour arriver à développer un modèle qui permette de d'arriver à passer cette période qui est quand même une période de crise, quoi. Voilà. Et c'est effectivement, moi je pense qu'il faut agir, je le répète, sur les deux aspects, sur la gestion, certes, mais que la gestion ne résoudra pas l'équation. Il faut également se remettre en question sur son propre métier, sur son organisation, sur les attentes des publics, aller chercher des nouveaux publics. On a pendant des années était sur une vague, les activités sportives proposaient très peu d'activités pour les enfants de 4 à 6 ans. C'est certain, toutes les fédérations commençaient à partir de 7 ans, 8 ans à pratiquer le sport. La Fédération française d'équitation, par son système éducatif, l'éducation grâce au poney, c'est quand même ça, le fondement, pourquoi on inscrit un papa, une maman, inscrit son enfant au poney club, c'est déjà dans le désir de l'aider à s'éduquer, à partager un plaisir avec l'animal, à partager un certain nombre de valeurs. Et cette cible-là, où l'équitation était presque seule au jour d'aujourd'hui, de très nombreuses fédérations sportives ont mis en place des programmes adaptés, des pédagogies adaptées pour accueillir ces enfants de 4, 5, 6 et 7 ans. Donc, où la petite fille n'avait presque que le choix de l'équitation, maintenant, elle a des multiples choix. Il faut aussi en prendre compte. Voilà. Alors on a beaucoup parlé des centres équestres jusque-là, depuis le début de cette émission, mais on l'a dit en début d'émission, c'est vraiment toute la filière qui est touchée par notamment la TVA en particulier, le monde de l'élevage, le monde des courses aussi, et c'est pourquoi on a voulu aller rencontrer un éleveur de chevaux de course. Nous sommes allés dans l'Orne à M rencontrer Emmanuel Leclerc. Loïc Gourbe et Sophie Voussen sont allés recueillir son témoignage. J'ai beaucoup de clients qui n'ont pas de terrain, donc ils font de l'élevage hors sol. Donc ils mettent leurs juments en pension ici pour qu'on puisse faire de l'élevage et puissent élever leurs poulains pour qu'ensuite ils puissent aller aux courses. La hausse de la TVA a eu une conséquence terrible. Il y a eu 2 sortes de réactions. Ceux qui avaient une jument ou 2 et qui ne voulaient pas se structurer, ils ont complètement arrêté les chevaux. Donc comme ça c'est simple, il y a beaucoup moins d'éleveurs. Ces juments n'ont pas été redistribuées sur le marché. Souvent elles ont été soit abattues, soit euthanasiés. Et puis d'autres ont dit on va se structurer, donc on va récupérer la TVA. Donc ils ont mis une comptabilité en place, ils achètent et ils revendent, donc ils récupèrent cette TVA. Donc ça pour eux c'est plus intéressant. En chiffre d'affaires, un cheval chez nous coûte entre 4 500 et 5 000 euros par an d'entretien. Donc si vous voulez, là il y a eu 15 chevaux de moins à 5 000 euros, vous voyez ce que ça donne à peu près.
Voilà, 10 chevaux de moins à 5 000 euros, ça fait 50 000 euros. Hein, le calcul est simple. Justement, moins de poulains à naître, ça aussi c'est un constat que vous faites? C'est un constat qui a été fait par le CEL français, puisque en 2 ans, on est passé de 7 313 naissances en 2012 à 5 741 l'année dernière. Donc on moins a 1500 quoi. 1500 naissances de moins en CEL français sur une année. Ça fait beaucoup de chevaux en moins. Parce qu'il n'y a plus de marché, il y a beaucoup moins de marché à la revente. Les ventes de chevaux, on est passé en quelques années d'une TVA à 2,10 sur des ventes à particuliers à une TVA à 20%. Là, il y a un impact très net aujourd'hui du fait de ce changement de taux de TVA sur les ventes de chevaux. C'est vraiment très net. Alors là, Valentin, je pense que ça vous concerne directement. Il y a 2 aspects aussi, il y a la TVA et il y a aussi qu'aujourd'hui les chevaux se vendent plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, on vendait des chevaux, on va dire, à 2 ans, à 1 an. Enfin, je pense que les éleveurs, c'est pas moi, mais les éleveurs vendaient des chevaux jeunes. Et aujourd'hui, à 4 ans, ils les ont encore. Donc du coup, ça fait beaucoup plus d'argent mis de charge pour l'éleveur jusqu'à sa vente. Et même à 4 ans, ils ne sont pas forcément vendables, même s'ils font une finale ou ils font un cursus un peu classique. Et moi, j'ai l'exemple d'un éleveur assez important qui ne met pas les chevaux au travail à 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va le garder plus longtemps, voilà. Et puis il va le garder plus longtemps, mais tard avec moins de frais, et il va le vendre après pour économiser une année en fait. Mais est-ce que finalement, en le vendant sans cette année de travail supplémentaire, il va pouvoir le vendre aussi cher Est-ce qu'il n'y a pas un calcul à faire comme ça? D'après lui, c'est plus rentable de faire comme ça, sachant que il a des chevaux plutôt de qualité, donc ils sont tous capables on va dire, de faire les 5 ans, et ce qui lui permet dans la rentabilité d'économiser une année. Et du coup, il va vendre, aujourd'hui, il va vendre le cheval de 5 ans à peu près le même prix qu'un cheval de 4 ans, sauf qu'il aura une année de travail en moins, il aura juste un cheval à nourrir. Mais il aura une année de coût en plus. Oui. Parce que de 4 à 5, ça mange quand même. Oui, mais puisqu'il ne les vend pas à 4 ans. Oui, voilà, parce qu'il ne les vend pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une diminution du nombre de ventes. Puisqu'il sait qu'il n'y a pas trop de débouchés. Sur les chevaux intermédiaires. Ce qui veut bien dire que le moteur du développement, c'est bien l'activité. Bien sûr. S'il y a moins d'activité, eh bien, il y a moins de ventes de chevaux. Bien sûr. Et puis, effectivement, s'il faut commencer à essayer de gérer au plus juste, eh bien, quand on achète un cheval, on va essayer de l'acheter tout près, à l'utilisation, ou le plus près possible, parce qu'il coûte moins cher. Donc on revient bien sur l'activité équestre, et si les activités équestres continuent à se développer, toute la filière va se développer. Ouais, c'est ça, si l'activité équestre commence à... C'est les équestres qui vont faire ce travail-là. C'est tout ça, on est bien au nœud du système. Philippe Collet, on entend dans le sujet Emmanuel Leclerc qui parlait aussi, alors soit ces propriétaires décident de tout arrêter, soit ils décident de se structurer. C'est ce qui existe un petit peu dans le domaine des courses, c'est-à-dire qu'ils sont plus privés, mais ils vont monter une petite société, ils vont se structurer différemment pour éventuellement avoir une sorte de défiscalisation aussi. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est possible aussi dans le domaine sportif pour des propriétaires de chevaux de sport? C'est possible que dans certains cas très très particuliers, donc là c'est une étude vraiment dans chaque cas particulier, parce qu'il faut avoir une réelle activité économique. C'est pas le tout d'acheter 2 chevaux et de vouloir donc ça va plus se faire dans le milieu des courses où on a plus de chances d'avoir une réelle activité économique? Ça, dans les courses, il y a des régimes qui existent qui permettent effectivement d'avoir une activité qui est plus professionnelle. Dans les chevaux de selle, ça se rencontre sur des propriétaires qui ont un certain nombre de chevaux. On ne peut pas le faire pour 2 chevaux. On ne peut pas acheter 2 chevaux de selle et se dire qu'on va faire une activité avec 2 chevaux de selle et récupérer la TVA sur 2 chevaux de selle. Les textes aujourd'hui ne permettent pas de ça. Voilà. Dans le haut niveau, ça on commence quand même créer à se des développer. syndicats. On voit bien qu'il y a beaucoup de chevaux. Écuries. Oui, avec des grosses écuries, ça a permis le développement. Et on voit tous ces jeunes qui s'installent, qui maintenant, dans les cavaliers de haut niveau, qui eux, et c'est pour ça que je suis quand même plein d'espoir, ont mis en place des organisations économiques, réfléchissent justement à ces organisations-là. Alors, je vais vous poser une question peut-être qui fâche, ou en tout cas, moi j'ai l'impression qu'à vous entendre et par rapport à tout ça, il y a une solution qui va revenir au galop, c'est le marché noir, c'est le black, aussi bien pour payer des pensions, etc. J'imagine que forcément on y pense un peu sur le terrain aussi, non, Philippe? Nous, de fait de nos obligations légales
On ne le sait pas. Mais on peut le supposer, en tout cas. On peut supposer que quand on est passé d'une TVA à 2,10 sur des ventes de chevaux à 20%, C'est devenu un produit de luxe. il peut y avoir ces considérations-là qui rentrent en cause et qui renaissent, alors que le milieu s'était assaini depuis 2005, avec toutes les mesures qui avaient été Quand on décidées. était à 2,1%. Oui, et puis il n'y avait pas eu que ça. Il y avait eu les exonérations de taxes professionnelles. Il y a toujours, pour certains professionnels, des exonérations de plus-value sur les cessions d'immobilisation et donc sur les cessions de chevaux. Et tout un tas de mesures étaient intervenues qui avaient permis au milieu de se solidifier et de se structurer. Là, effectivement, il y a le risque. Oui. Mais c'est un risque, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais c'est un risque à court terme, parce que tous ces circuits parallèles, quand même, c'est pas un axe de développement. C'est à un moment une défense par rapport à une situation, effectivement, de ne pas déclarer le prix exact du cheval vendu, de ne pas déclarer le personnel que vous avez. Enfin, au jour d'aujourd'hui, les structures équestres sont considérées comme des entreprises comme les autres. Elles sont contrôlées comme toutes les entreprises. Et ce n'est pas de prendre un risque comme ça à long terme en mettant en place des comptabilités parallèles, ça me paraît complètement fou. C'est pas un Parce axe que de développement, mais il y a ça me quand même semble cette pas crainte que être ça du puisse tout... arriver de certains abus. Oui, je pense que c'est quand même très contrôlé et au jour d'aujourd'hui, il y a plus beaucoup, aujourd'hui, justement. et plus que ça ne l'a été, ça c'est certain. Hein. Et je pense que ceux qui auront tendance à le faire, je ne leur vois pas beaucoup d'avenir. En tout cas. On entend dire que certains éleveurs, pour s'en sortir, ils développent une activité complémentaire. Est-ce que ça vous le constatez? Activité complémentaire. Je ne sais pas, élevage de bovins, quand on a comme ça, pour s'en sortir un petit peu. Oui, c'est possible chez certains éleveurs, oui, probablement. Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Mais pour revenir au sujet précédent, l'argent qui, le cas échéant, ne serait pas déclaré, manque pour payer les factures. De toute Donc, façon, il y a une limite à l'exercice. Aujourd'hui, il faut arriver à pouvoir équilibrer son compte de résultats, arriver à payer ses salariés, arriver à payer ses factures. On ne peut pas payer ses factures si on utilise des moyens qui ne permettent pas le développement. Il faut sortir de ça. Valentin. Moi, j'ai un peu l'impression, c'est que dans les élevages, on va dire, qui tiennent la route et dans lesquels ils arrivent à fonctionner, c'est souvent, on va dire, de l'argent qui ne vient pas du milieu. C'est-à-dire que c'est des passionnés qui gagnent leur vie soit ailleurs, soit qui ont une base d'argent autre qui fait qu'ils arrivent à continuer à pouvoir élever autant de chevaux. Sinon, les autres diminuent et ça va peut-être pas aller en s'améliorant. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Première question, comment est-ce que vous voyez, vous, le paysage équestre français d'ici 5 ans? Tous les trois, en 3 mots, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Philippe Collet. Pas complètement pessimiste, puisqu'il y a eu des bonnes évolutions dans les années précédentes. Effectivement, il faut penser aux produits à développer et essayer de faire des efforts commerciaux pour essayer de conquérir une nouvelle clientèle et satisfaire le client pour que le client reste dans les clubs. Ça, il faut fidéliser le client, il faut vraiment faire une vraie démarche commerciale. Aller chercher peut-être les enfants plus jeunes et aussi faire un effort vis-à-vis des adultes. Au plus vieux, oui. Aussi vis-à-vis des adultes, parce que les adultes sont peut-être moins bien considérés que les enfants, ou les produits, les reprises sont peut-être dans certains cas moins adaptés. Et il y a un effort commercial à faire qui va peu permettre de passer la vague, et en même temps, il faut faire un effort de gestion. Et gestion ne veut pas forcément dire contraction des coûts. Ça veut dire disposer d'outils pour avoir une visibilité. Donc vraiment essayer de s'intéresser à tout ça. Il y a quand même beaucoup d'efforts à faire dans ce que vous dites. Côté optimiste avec beaucoup d'efforts. Valentin, on reste motivé? Bah oui. oui, parce que si j'y crois pas, je pense que je pourrais pas avancer. Mais non, moi j'y crois et je vais donner tout ce que je peux pour y arriver. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Emmanuel, vous, visiblement, d'après ce qu'on a compris, il y a quand même de l'optimisme qui se dégage de votre discours. Raisonnablement optimiste parce que c'est ma nature. Et parce que j'ai toujours voulu avancer, donc j'aime pas stagner ni reculer. Ça, c'est mon premier point. Tout d'abord, sur cette TVA, c'est toujours un combat
Et c'est toujours... Le combat continue. Ça continue. Il faut convaincre. La solution, elle est au niveau de l'Europe. Je crois qu'au niveau de la France, des structures politiques, quelles qu'elles soient, de gauche ou de droite, ont bien compris le phénomène éducatif du poney et du cheval et toutes les retombées qu'il pouvait y avoir, y compris sur l'emploi. C'est au niveau de l'Europe qu'il faut arriver à convaincre. Et c'est là que nous travaillons. En fait, ça, c'est le premier point. Voilà, il faut que l'Europe comprenne que finalement la France n'est pas l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Espagne et que la place de l'équitation en France est différente. Oui, et que tous les pays européens comprennent ce que peut amener le développement du cheval dans chacun de leurs pays. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement pour essayer d'être raisonnablement optimiste, faire des efforts dans nos gestions et également savoir adapter notre demande, notre offre à notre demande et également diversifier ce que l'on peut offrir dans un centre équestre. On peut offrir effectivement des heures d'équitation, mais on peut peut-être offrir autre chose. Il peut y avoir de l'hébergement, il peut y avoir de l'hôtellerie, il peut y avoir, on parle de l'équicoaching, on parle de tas de choses. Toujours avec le poney ou le cheval au centre du débat, mais soyons pas fermés sur ce que l'on propose. On va diversifier la pratique que l'on connaît tous, en tout cas, dans nos centres équestres, et ce depuis longtemps. On va conseiller aux jeunes de s'installer et de... Bien sûr. Ouais. On continue de leur dire, allez-y, installez-vous, mais soyez prudents et soyez surtout... Avec un vrai projet professionnel et avec peut-être aussi un minimum de fonds, hélas. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas d'avoir participé à ce premier débat. Le combat continue, on l'a bien compris. Bonne chance, bon courage dans ce combat qui n'est pas fini et qui va être long et dur à mener. Oui, c'est une histoire de patience et de continuité. On y est habitué. On vous fait confiance. Valentin, merci beaucoup. Philippe, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tous ces points, avec notamment quelques difficultés, parce que même moi, je vous avoue, je m'y perds assez facilement. Nathalie, nous on se retrouve dans un mois. Dans un mois. Avec un nouveau sujet dans Des chevaux et des hommes. Il sera question du clonage, une pratique que l'on a découvert il y a quelques années maintenant. Clonage de chevaux, pas le clonage humain, pas encore. On parlera donc de ce clonage, l'attaque des clones. Est-ce que c'est pour bientôt? Eh bien, ce sera le sujet de l'émission dans un mois. Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos questions ou déjà réagir sur le sujet sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ça s'affiche en bas de votre écran. Vous avez des pages qui vous sont dédiées, par mail aussi à dcdh@lepron.fr. Vous pouvez réagir à l'émission que vous venez de voir ou déjà préparer celle qui arrivera dans un mois. Nathalie, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Mais oui, je vais travailler le sujet. Le clonage. À dans un mois, Nathalie. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao et à dans un mois. Bye bye.